La Première Guerre mondiale vit l'avènement de l'aviation de combat. D'abord technologie naissante, elle avait moins de 2 décennies. Rapidement, elle évolua et donna naissance à des machines performantes pour l'époque. Initialement utilisé pour l'observation, rapidement il lui fut adjoint comme mission le bombardement des lignes ennemies à coups de bombes jetées à la main, de flèches en métal ou de tout projectile mortel. De part et d'autre, afin d'enrayer ces missions, on commença à armer les avions, d'abord de simples fusils, puis des mitrailleuses, servies par un second passager. La chasse aérienne venait de naître. Générique! Amateurs d'histoire et de maquettes, bonjour et bienvenue sur l'Histoire par les maquettes. Dans cette vidéo, je vais vous ramener 110 ans en arrière avec l'avion qui fut la bête de somme de l'aviation allemande entre 1916 et 1918, l'Albatros D5. Puis nous verrons aussi l'histoire de la Jasta 18 et du pilote Joseph Weltschmerz. Au printemps 1916, l'armée allemande avait perdu la supériorité aérienne, notamment du fait des chasseurs français et anglais comme le Nieuport 11BB et le Erco DH2, qui mirent fin à la suprématie du philo Fokker. Je ferai une vidéo prochainement dessus. Les premiers chasseurs de type D, Doppeldecker mais aussi classe D, chasseurs monoplace biplan armés, furent la réponse des Allemands, notamment les Halberstadt D2, puis les Fokker D2. Mais ces avions affichaient une performance moindre, notamment au niveau motorisation et maniabilité, et ainsi fut lancée, en juin 1916, une commande à la firme Albatros pour le chasseur D1. Cette société a été fondée en 1910 à Johannisthal par Walter Huth, un passionné d'aviation. La mission fut confiée à Robert Thallen. Cette version fut d'abord commandée à 12 exemplaires de pré-production et se caractérisait par une silhouette aérodynamique et par son fuselage semi-monocoque en contreplaqué enroulé autour d'une structure en bois. Ces radiateurs étaient situés de chaque côté du fuselage. Seule l'aile supérieure était équipée d'ailerons. Il fut finalement construit à 50 exemplaires de production et arriva sur le front en septembre 1916 au Jasta 2 commandé par Oswald Bölke. Son principal défaut était la forme du mât de cabane, qui empêchait le pilote de voir correctement, et la position de l'aile trop haute, bloquant aussi la vue vers le haut. Alors fut étudié le D2. Celui-ci présentait de nouveaux mâts de cabane en forme de N, un abaissement de l'aile supérieure, et sur les versions tardives, le repositionnement du radiateur au niveau de l'aile supérieure, les radiateurs latéraux avaient été interdits. Cette version permit la reprise de la supériorité aérienne par les Allemands. Il fut produit par LVG sous la désignation LVG D1 et par OEFAG, autrichien, pour les Austro-Hongrois, équipés d'un moteur 185 chevaux Austro-Daimler en 20 unités. Ils en diffèrent par certains détails, notamment un capot englobant complètement le moteur, souvent retiré sur le front en été, des échappements différents, une dérive agrandie et un armement enfoncé dans le capot. La version D2 entra en service en septembre 1916. En janvier 1917, il y avait 214 D2 actifs sur le front. Le D3 reprend les aspects généraux du D2, mais impressionnés par le succès du Nieuport, c'est Skiplan, les ingénieurs reprirent les caractéristiques de l'aile inférieure monolongeron de celui-ci, avec son principal défaut, le fait de se briser sous la forte charge. Une des victimes de ce phénomène fut Manfred von Richthofen, le 24 janvier 1917. Un autre problème présent sur le D3 était la position centrale du radiateur dans l'aile. En cas de perforation, le pilote était ébouillanté par le liquide. Il fut donc décalé, ceci améliora aussi la visibilité en déplaçant les canalisations devant le pilote. Malgré ce défaut de structure, il fut le meilleur avion de chasse jusqu'à l'arrivée du SPAT-7, du SE5 et du Camel fin 1917. Au printemps 1917, 7 Jasta alignaient 300 D3. Albatros envisagea l'étude du D4, mais celui-ci resta à l'état de prototype. Alors la firme entreprit la conception du D5, qui reprenait le fuselage du D4, mais était avant tout une évolution du D3. Ce fuselage était maintenant de section cylindrique, l'aile supérieure encore rabaissée, et les commandes d'aileron passaient maintenant dans celle-ci. La dérive avait été agrandie et plus arrondie, tandis que le plan inférieur, où était rattachée la béquille, avait été lui aussi agrandi et plus incliné. Sur les premières versions, il y avait un appui-tête proéminent qui fut rapidement retiré sur le front et ensuite dans les usines.
Du fait d'un poids et d'une puissance accrue, les ruptures de l'aile inférieure étaient encore plus fréquentes. Ceci amena à diverses modifications afin de consolider ces dernières, notamment des haubans supplémentaires en bout d'aile, des renforcements de mât, mais surtout un renforcement du longeron de l'aile inférieure. Il entra en service en mai 1917. Il est remplacé en octobre par le D5A qui reprend les ailes du D3, puis, début 1918, par le Fokker DR1 et le Pfalz D3. Le D5, bien que surpassé à sa sortie, il était si ridiculement démodé et si ridiculement inférieur aux avions anglais que l'on ne peut rien faire avec cet avion, disait Manfred von Richthofen, fut la plus construite avec plus de 2500 exemplaires, dont 900 D5 et 1612 D5A. En mai 1918, l'Allemagne alignait 1117 Albatros sur le front. Ces différents avions seront en partie relevés par l'arrivée du Fokker D7. On retrouvera après-guerre quelques Albatros entre 1919 et 1920 aux mains des Polonais pendant leur guerre contre la Russie et l'Ukraine. Caractéristiques techniques. Envergure 9,05 m, longueur 7,33 m, hauteur 2,70 m, poids à vide 687 kg, vitesse maximale 170 km/h, plafond 5700 m, armement 2 mitrailleuses LMG de 7,92 mm, moteur Mercedes D3A de 160 ou 180 chevaux pour le D5, 6 cylindres en ligne. Suite aux déconvenues du début printemps 1916, une forte réorganisation est effectuée avec la création de forces de chasse, les Jagdstaffeln, ou abrégées en Jasta, dont la première à voir le jour est la Jasta 1, mi-août 1916. La Jagdstaffel 18 fut formée le 30 octobre 1916 et était basée sur l'aérodrome d'Halluin, commune du nord de la France, frontalière à la Belgique, sous la direction de la 4e armée. Son premier commandant fut l'Oberleutnant Karl von Griffenhagen. De par sa position, elle fut tout le temps de son existence opposée aux forces anglaises. Au départ, elle était dotée d'Albatros D3, rejoint plus tard par des Fokker DR1. En 1917, elle participe à ce qui sera appelé l'Avril sanglant, Bloody April, lors de la bataille d'Arras, opposant les Allemands et les Anglais, et pendant laquelle l'aviation anglaise subit de lourdes pertes. 245 avions perdus contre 66 Allemands. La Jasta 18 totalise 7 victoires pour 3 pertes. D'ailleurs, une petite anecdote, un DH2 en détresse se pose sur le terrain d'Halluin. Afin que l'avion soit pris intact et que les pilotes ne prennent pas fuite, un officier tire un coup de semonce. Le pilote, tout anglais, ne se démonte pas, sort de l'avion en tendant sa carte de visite. En juin 1917, elle perçut ses Albatros D5. Le 2 juillet 1917, elle est déplacée à Harlebeke, dans les Flandres belges. Le 18 août, Berthold prend le commandement de la Jasta. À cette époque, cette escadrille avait peu de victoires à son actif et il porta ses efforts sur l'entraînement. Il décida d'une nouvelle couleur des avions, le corps bleu et le nez rouge, ce qui fit qu'elle fut surnommée les nez rouges. Blessé au combat, le 10 octobre, il ne reprend le commandement qu'en mars 1918, mais sans autorisation de vol. Ce même mois d'octobre, l'unité perçoit des Pfalz D3. Le 30 novembre, elle rejoint la Jasta 5, celle de Göring, à Boirancourt. En février, Berthold prend la tête de la Jasta 15. Il est remplacé au sein de la nouvelle Jasta 18 par Auguste Raben, Corbeau en français, ce qui donnera le nouvel insigne de l'unité. Il fit repeindre les avions en blanc, le nez en rouge ainsi que la queue et les ailes. Ils étaient basés à Bruil, au nord de Valenciennes, puis à Velin, Faches et Lomme, entre le 8 avril et fin avril 1918. Peu de temps après sa prise de commandement, Berthold, perdu dans ce nouvel univers, décide de récupérer ses hommes et ainsi permute les hommes de la Jasta 15 et 18. En mai, elle combat aussi les Américains du 103e Aérosquadron. Cette fin de mois est aussi marquée par l'arrivée des nouveaux Fokker D7. Le 14 juin, elle est transférée à Montois, à l'est de Metz. À ce moment, leur mission était l'interdiction aérienne contre les bombardiers. À partir d'août, c'est face aux Américains et aux Français qu'ils sont confrontés pendant la bataille de Saint-Mihiel. En septembre, des manques de carburant, de matériel réduisent le nombre de missions. Son dernier combat aura lieu le 3 novembre. Elle finira la guerre avec 126 victoires et 21 pertes. Joseph Weltjans est né le 2 juin 1894 à Geldern, en Rhénanie. Après des études à l'Université technique de Charlottenburg,
Il s'engage dans l'armée le 3 août 1914 et le 7 est au front. À sa demande, il est transféré en décembre 1915 à l'aviation. Le 10 mai 1916, à l'âge de 21 ans, il rejoint la Fliegerabteilung 23, dont la mission est le repérage des positions ennemies et rencontre Rudolf Berthold. Durant cette période, il participe à la bataille de la Somme. En mars 1917, il est transféré à la Jasta 14 à Marchais, commandée par Berthold, dans laquelle, en un mois, il obtient 5 victoires, la première étant un SPAD 7 le 14 avril sur Albatros Détroit, puis 3 autres SPAD et un Farman avant le 1er juin, durant la bataille du Chemin des Dames. En août 1917, il est transféré à la Jasta 18 à la demande de Berthold, qui vient d'en prendre le commandement. Il se trouve alors sur Albatros D5. Il ouvre son score dans cette nouvelle unité le 16 septembre pour atteindre 9 victoires le 15 novembre. Le 18 février 1918, lors du fameux swap entre la Jasta 15 et la Jasta 18, il intègre donc la Jasta 15 au sein du prestigieux Jagdgeschwader II. Le 18 mai, il enregistre sa 13e victoire et ce même jour, il prend le commandement de la Jasta 15. 2 jours plus tard, il obtient la croix de chevalier de l'ordre de la maison d'Hohenzollern. Le 10 août, Berthold, alors commandant du Jagdgeschwader II depuis mars, a un accident aérien. Joseph prend alors le commandement de ce Jagdgeschwader II. Le 16 août, il obtient la distinction pour le mérite, totalisant 25 victoires. Le 28 septembre, après une permission, il reprend les commandes du Jagdgeschwader II jusqu'au 12 octobre, date à laquelle il retourne en tant que chef de la Jasta 15. Il le restera jusqu'à la fin de la guerre et totalisera 35 victoires. Après la guerre, il s'engage contre les spartakistes et en 1929 adhère au parti nazi et au SA. Suite à une rencontre avec Adolf Hitler en 1931, il quitte ces deux institutions, ce qui le mettra à mal avec le régime, mais il sera protégé par Göring. En 1935, une de ses victimes, René Patay, prend contact avec lui et s'ensuit une longue relation épistolaire qui se poursuivra jusqu'en 1939. De son côté, Joseph poursuivra sa carrière en tant que marchand d'armes, notamment pour les deux parties lors de la guerre civile en Espagne et auprès de Mussolini lors de la Seconde Guerre italo-abyssienne. Il négocie, sous la direction de Göring, la fourniture d'armes à la Finlande pendant la guerre d'hiver, la guerre de 39-40, en échange de la liberté de mouvement des troupes allemandes durant l'opération Barbarossa à venir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Göring lui confie la tâche de gérer le marché noir d'État, permettant l'accès aux matières premières nécessaires à l'effort de guerre. Le 6 octobre 1943, alors Oberstleutnant, il est l'émissaire de Göring auprès de Mussolini afin de récupérer les dettes de celui-ci. Se rendant en Italie, son avion, un Junker 52, s'écrase dans les montagnes des Apennins en tentant d'échapper aux chasseurs américains. Il décède dans le crash. René Patay, alors maire de Rennes, apprendra son décès le 17 juillet 1944 par la Gestapo. La maquette est à l'échelle 1/48e et de Mark Edward et représente l'Albatros D5 du lieutenant de réserve Joseph Weygans, alors au sein de la Jasta 18 et basé à Brühl, en tout début 1918, peu avant la permutation de Berthold.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager et laisser un pouce bleu. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description les sources et bibliographies qui m'ont servi à faire cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous dans une autre capsule. À bientôt!